I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, La nouvelle éclata comme un coup de tonnerre dans un ciel de soirée calme. Il était un peu plus de 21 heures lorsque les présentateurs de la télévision britannique se turent au milieu d'une phrase. Les banderoles qui se déchirèrent n'affichaient que 6 mots, mais ils portaient le poids des siècles, une annonce tragique du palais de Buckingham. En quelques minutes, le calme londonien se transforma en quelque chose d'étrangement familier, le genre de silence collectif que la nation n'avait pas ressenti depuis la mort de la reine Élisabeth II. Dans les salons, les pubs et les bus, les gens se figèrent. Partout, la même question résonnait: que s'était-il passé devant le palais de Buckingham? Les grilles de fer brillaient sous la lumière des projecteurs, le bâton doré projetant de longues ombres sur le sol. Les journalistes chuchotaient, évitant le mot « mort », même si le tremblement de leur voix trahissait ce que chacun craignait. La monarchie, longtemps symbole d'endurance et de grâce, se sentait soudain mortelle. Pendant des siècles, la couronne britannique avait été une constante au milieu du chaos, survivant aux guerres mondiales, aux abdications et aux crises politiques. Mais ce soir-là même, cette aura de permanence semblait fragile. Sur Sky News, le correspondant royal chevronné Alastair Bruce a qualifié ce moment de « un moment qui sera écrit de la même encre que l'abdication d'Édouard VIII et la mort de Diana ». La BBC a annulé ses programmes habituels. CNN, Le Monde et Der Spiegel ont tous commencé à diffuser en direct. En une demi-heure, l'histoire était devenue le sujet le plus tendance sur X, anciennement Twitter, sous le hashtag #PalaceAnnouncement. Mais ce qui rendait ce moment si troublant et différent, ce n'était pas seulement la tragédie qu'il laissait présager, mais le silence qui suivit. Pour la première fois, pas même la presse britannique, pourtant notoirement véhémente, ni aucune source anonyme ne divulguait d'informations. Le palais avait publié une simple phrase: « La famille royale est profondément attristée d'annoncer un événement d'une grande importance personnelle et nationale. » Pas de nom, pas de détails, juste du sérieux. Ce flou n'a fait qu'accroître la tension. Dans les foyers du pays, les téléviseurs clignotaient, tandis que les spéculations allaient bon train. Certains craignaient pour le roi Charles, qui avait discrètement réduit ses apparitions publiques ces derniers mois suite à des rapports non confirmés de problèmes de santé. D'autres se demandaient s'il s'agissait de la princesse Catherine, qui s'était récemment retirée de ses fonctions royales sur avis médical. Les théories s'accumulaient: hospitalisation soudaine, crise constitutionnelle, voire rumeurs d'abdication. Devant le palais de Buckingham, la foule commença à se rassembler. Les touristes se mêlaient aux Londoniens, attirés non par la curiosité, mais par l'instinct, comme si leur présence même leur apportait du réconfort. Certains apportaient des fleurs, d'autres allumaient des bougies. Leurs visages étaient sombres en quête d'un réconfort qui ne venait jamais. Les chaînes internationales ont eu du mal à suivre. Le New York Times a qualifié cette déclaration de « déclaration la plus cryptique de la monarchie depuis des décennies ». Reuters a décrit un ton si discret qu'il en était presque obsédant. Les commentateurs ont rappelé comment la mort de la reine Élisabeth II en 2022 avait déclenché un deuil mondial et comment ce nouveau choc menaçait de rouvrir des plaies que le pays pensait à peine. Derrière les murs de Buckingham Palace, les conseillers ont agi rapidement mais discrètement. Le secrétaire particulier du roi Sir Clive Alderton aurait été en contact permanent avec Downing Street. Le Premier ministre Rishi Sunak, présent à Édimbourg pour une conférence politique, est immédiatement rentré à Londres et a publié une déclaration de préoccupation et de solidarité. Pourtant, ses propos prudents et formels laissaient deviner la gravité des événements. Pendant ce temps, les rédactions du monde entier tournaient à plein régime. Des camions satellites étaient alignés sur le Mall, leurs antennes perçant l'air brumeux de la nuit. Les journalistes décrivaient une atmosphère de déjà-vu. Des correspondants plus âgés, habitués des précédentes crises royales, racontaient à voix basse comment ils avaient couvert la nuit de la mort de Diana ou le matin du décès de la reine. « On a l'impression que l'histoire se répète », a déclaré un journaliste d'ITV. Mais au-delà du choc et des spéculations, quelque chose de plus profond s'agitait dans la psyché britannique. La monarchie a toujours été plus qu'une simple cérémonie, elle est l'architecture émotionnelle d'une nation fière de sa tranquillité. Quand la couronne tremble, le pays tremble aussi. La polarisation politique, les inquiétudes liées au coût de la vie et les débats incessants sur la place de la Grande-Bretagne dans le monde avaient déjà miné l'unité nationale. Le palais, malgré toute sa grandeur, était resté le dernier symbole à ne pas être touché par le doute. Jusqu'à présent. Vers minuit, des veillées aux chandelles ont commencé à se former dans les villes du Commonwealth, Sydney, Toronto, Le Cap. La BBC World Service a diffusé le carillon solennel des cloches de la cathédrale Saint-Paul. Dans les rues de Londres, les policiers parlaient doucement en éloignant la foule des portes du palais. Un homme, la voix brisée, a confié à un journaliste « On a l'impression de perdre une partie de notre histoire ». Les espaces numériques reflétaient en cette émotion. Instagram et TikTok regorgeaient d'images d'archives, les discours de la défunte reine, le mariage de William et Catherine, le couronnement de Charles.
La légende la plus partagée disait simplement « L'histoire n'attend pas la permission ». Mais au milieu de toute cette douleur, certains analystes ont vu émerger autre chose, un moment de vérité. La monarchie, longtemps protégée par le rituel et la vie privée, était désormais confrontée à un monde exigeant une transparence en temps réel. Ce n'est pas seulement une tragédie, a écrit Jonathan Freedland, chroniqueur principal du Guardian. C'est un test de pertinence, d'honnêteté, de connexion. Et il avait raison. Car derrière cette phrase se cachait quelque chose de plus profond que la tristesse, la prise de conscience que même les institutions les plus durables doivent désormais séduire une génération élevée dans la franchise et la vérité. Alors que la nuit s'écoulait, Buckingham Palace resplendissait sous la pluie londonienne, forteresse à la fois majestueuse et en deuil. Les caméras continuaient de tourner, la foule attendait. Chaque minute qui passait sans nouvelles accentuait la tension jusqu'à ce que la question, autrefois murmurée sur les réseaux sociaux, devienne la question d'une nation. La couronne elle-même était-elle à son plus sombre? Au lever du soleil, Londres paraissait différente, non pas chaotique, mais suspendue comme si la ville entière retenait son souffle entre passé et futur. Devant le palais de Buckingham, la lumière matinale révélait des centaines de bouquets et contre les grilles en fer noir. Certains portaient des notes manuscrites pour tout ce que vous nous avez donné. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et un message simple qui semblait résumer l'ambiance générale. La couronne perdure, mais nous sommes en deuil. À l'intérieur du palais, la machine de la tradition était déjà en marche. Des coursiers livraient dans des documents scellés dans tout Westminster, les drapeaux étaient en berne et l'aumônier privé du roi commençait les préparatifs d'une cérémonie à St. James. Pourtant, sous cette précision rituelle, un malaise sourd régnait dans la maison royale. La tradition avait toujours été le bouclier de la monarchie, un rythme séculaire de cérémonie et de décorum conçu pour résister à toutes les tempêtes. Mais comme l'a confié anonymement un haut fonctionnaire du palais au Guardian, cette fois le bouclier semble plus fragile. La monarchie britannique est par essence un paradoxe, à la fois ancienne et fragile vénérée, et pourtant remise en question symbolique, et pourtant profondément humaine. Sa force ne réside pas dans la politique, mais dans la perception, une influence douce façonnée par l'illusion de la permanence. Pendant des générations, elle a survécu précisément grâce à sa lenteur d'évolution. Mais aujourd'hui, à une époque marquée par la rapidité et la surveillance, cette lenteur est devenue sa plus grande vulnérabilité. Au cours de l'année écoulée, la famille royale a dû composer avec un équilibre délicat. La santé du roi, bien qu'officiellement qualifiée de stable, avait conduit à la délégation de plusieurs responsabilités d'État au prince William. L'absence prolongée de la princesse Catherine de la vie publique avait alimenté les spéculations malgré l'importance accordée par le palais au respect de la vie privée. Pendant ce temps, les médias internationaux de la BBC et au New York Times continuaient de s'interroger sur la pertinence de la monarchie dans un Royaume-Uni aux prises avec les tensions économiques post-Brexit et la montée du sentiment républicain. Lorsque l'annonce a été faite, ces tensions se sont intensifiées. Ce n'est pas seulement une crise familiale, a déclaré l'historienne royale Anna Whitelock lors d'une interview en direct sur Sky News. C'est un choc constitutionnel. La monarchie survit grâce à la confiance. Et aujourd'hui, les citoyens cherchent à être rassurés sur le fait qu'elle représente toujours quelque chose d'authentique. Même au Parlement, ce malaise résonnait. Le Premier ministre Rishi Sunak s'adressa à la Chambre des communes ce matin-là d'un ton réservé. C'est un moment de grande tristesse et de recueillement pour la nation. La couronne demeure la boussole inébranlable de notre identité. Et elle le restera. La Chambre resta silencieuse. Cette déclaration visait à apaiser les marchés et les sentiments, mais elle révélait aussi une vérité tacite. La stabilité de l'institution était désormais autant liée à l'émotion qu'à la législation. Partout en Grande-Bretagne, les réactions ont révélé des fractures générationnelles. Les citoyens plus âgés, se souvenant du stoïcisme du règne de la reine Élisabeth, ont exprimé leur chagrin et leurs prières. Des voix plus jeunes, en revanche, ont alimenté les réseaux sociaux de réflexions plus percutantes. Nous aimons l'idée du devoir, pouvait-on lire dans une publication virale, mais le devoir doit peut-être évoluer. Des hashtags comme #monarchie moderne et quelle est la future couronne ont fait fureur, présentant cette tragédie non seulement comme une perte, mais aussi comme un tournant. Sur le plan international, le débat a également pris une tournure philosophique. Le Washington Post a décrit ce moment comme un exercice de confrontation entre rituel et réalité. Le Sydney Morning Herald a souligné que les pays du Commonwealth réévaluaient leur propre avenir constitutionnel. En Jamaïque et à la Barbade, les commentateurs ont ouvertement évoqué les mouvements républicains qui ont retrouvé un nouvel élan dans le contexte émotionnel qui a suivi.
Et pourtant, au milieu de ces répercussions mondiales, une caractéristique typiquement britannique persistait: le respect de la retenue. Le silence du palais, bien que frustrant pour certains, préservait une dignité que peu d'institutions pouvaient égaler. La monarchie perdure parce qu'elle ne réagit pas comme les autres, a déclaré Nicholas Witchell, analyste à la BBC. Sa force réside dans son calme, précisément ce que le monde moderne est en train de perdre. Pourtant même le calme a un prix. À huis clos, les courtisans cherchaient à savoir comment réagir dans un monde qui n'acceptait plus le mystère comme une vertu. Pendant des siècles, le pouvoir de la monarchie reposait sur l'image d'une continuité ininterrompue, une promesse tacite que la couronne resterait intacte quelles que soient les guerres, les crises ou les changements culturels. Mais cette continuité elle-même était désormais menacée, remise en question par une génération qui privilégie l'authenticité aux cérémonies. Dans les recoins discrets d'Internet, les discussions sont devenues étonnamment empathiques. De nombreux utilisateurs, même critiques envers la monarchie, ont exprimé une sincère tristesse. Il n'est pas nécessaire de croire en la famille royale pour compatir avec ceux qui en font partie, pouvait-on lire dans un commentaire. Ce n'est pas seulement une institution, c'est une famille qui perd l'un de ses membres. Et c'était peut-être la vérité la plus frappante. Dans les moments tragiques, la famille royale cessait d'être un mythe pour devenir un miroir, un reflet des contradictions de la nation, le chagrin mêlé de fierté, la nostalgie mêlée d'incertitude. À mesure que la journée avançait, une pluie fine commença à tomber sur Londres, le genre de celle qui semblait refléter l'humeur nationale. Les cloches sonnaient à Westminster, leur rythme lent résonnant à travers la brume. Les chaînes de télévision rediffusaient dans des moments historiques couronnement, mariage, jubilé. La même question revenait sans cesse dans les commentaires et les conversations de cuisine. La tradition peut-elle perdurer alors que le monde n'évolue plus au même rythme ? Le soir, le palais de Buckingham était à nouveau illuminé, non pas pour célébrer l'anniversaire, mais pour honorer le souvenir. Des bougies brûlaient aux fenêtres et le son étouffé d'un chœur s'élevait de Saint-Paul. La monarchie avait déjà traversé des tempêtes, mais celle-ci semblait différente, plus calme et plus existentielle. L'institution conçue pour incarner la stabilité se trouvait désormais à l'intersection de la mémoire et de la modernité. Quelque part au palais, le roi aurait dû examiner le projet d'une seconde déclaration susceptible d'apporter plus de clarté ou peut-être simplement plus de réconfort. Mais alors même que la Grande-Bretagne attendait des réponses, il était clair que quelque chose de profond avait changé. La tradition n'a pas été brisée, mais elle a été déformée. Et dans cette déformation résidait la question qui allait déterminer l'avenir de la couronne. Pourrait-elle s'adapter sans perdre son âme ? À l'intérieur du palais de Buckingham, la grandeur qui impressionnait habituellement tant les visiteurs avait pris une tournure plus oppressante. L'écho des pas précipités remplaçait le calme cérémoniel et chaque murmure portait la même tonalité. La peur non du scandale mais de l'incertitude. Derrière le marbre étincelant et les portraits séculaires, la famille royale était confrontée à la réalité. Aucune lignée ne pouvait la protéger du regard impitoyable du monde moderne. Dans une aile du palais, ses conseillers se sont réunis autour d'une longue table en acajou pour une réunion d'urgence. L'ordre du jour était simple mais impossible: comment préserver sa dignité au cœur du chaos émotionnel. Le roi avait passé la nuit en étroite concertation avec ses plus proches conseillers, dont son secrétaire particulier Sir Clive Alderton et le Lord Chamberlain, tous deux témoins de la succession des monarques précédents. « Nous devons préserver la tranquillité de la couronne », aurait déclaré le roi, « même lorsque nos cœurs se brisent ». Ces mots, repris plus tard par le personnel, traduisaient l'impossible dualité de la monarchie, le devoir de rester stoïque, même lorsque la douleur est insupportable. Les observateurs royaux spéculaient depuis des mois sur la gravité des problèmes de santé de la famille, bien plus graves que ne l'admettait le palais. Le roi Charles avait discrètement annulé plusieurs engagements, invoquant la fatigue et des traitements privés. L'absence prolongée de la princesse Catherine de la vie publique a suscité de vives spéculations en ligne, obligeant le palais de Kensington à multiplier les assurances. Mais aujourd'hui, comme l'a déclaré un correspondant royal chevronné dans le Times, on ne dirait plus de la spéculation mais une confirmation. La soif mondiale d'information s'est heurtée au silence du palais. Et dans ce conflit, l'histoire a semblé se répéter. La tension entre vie privée et attente du public a longtemps caractérisé les difficultés de la monarchie, des maladies mystérieuses de George VI à la frénésie médiatique entourant les dernières années de la princesse Diana. Mais en 2025, la technologie a aggravé la situation. Ce qui se murmurait autrefois dans les tabloïds s'est désormais répandu en quelques secondes sur les plateformes numériques où les comptes d'initiés générés par l'IA et les vidéos deepfake ont brouillé la frontière entre vérité et fantasme. Au palais, la famille était pleinement consciente de ce changement. William, le prince de Galles, aurait passé la matinée dans son bureau de Kensington à étudier la couverture médiatique. « Le monde n'attend plus de confirmation », a-t-il déclaré à son secrétaire à la communication. « Ils créent leur propre récit et nous devons chasser les ombres. »
Ses proches affirment que sa frustration était palpable, non pas de la colère envers la presse, mais de l'épuisement face à un système qui exigeait une performance constante tout en niant l'humanité. Pendant ce temps, la reine Camilla devenait le centre de la sérénité. Connue pour son pragmatisme inébranlable, elle rencontrait ses proches collaborateurs et le clergé pour coordonner les prochaines étapes de la famille. L'institution doit paraître unie même dans le deuil, leur rappela-t-elle. Selon une source de la BBC, sa présence était décrite comme « le ciment qui unit la famille ». Au-delà de la tragédie immédiate, des enjeux plus profonds ont surgi les clivages générationnels, l'évolution des valeurs et le poids écrasant des attentes du public. Le prince William et la princesse Catherine avaient longtemps symbolisé le renouveau, le pont entre une monarchie traditionnelle et une Grande-Bretagne moderne. Pourtant, même eux n'étaient pas à l'abri de la pression de concilier devoir et vie privée. Ces dernières années, William s'était de plus en plus exprimé sur la santé mentale et avait encouragé le débat public sur la vulnérabilité et la résilience. Aujourd'hui, ces mêmes idéaux semblaient le mettre personnellement à l'épreuve. Le docteur Charlotte Griffiths, psychologue spécialisée dans l'étude du leadership sous l'œil du public, a déclaré à Reuters « La famille royale représente un archétype impossible. Parfaite, mais attachante, émotionnelle, mais discrète. C'est une identité impossible à vivre et pourtant ils doivent la vivre au quotidien. » Ces mots ont exprimé ce qu'aucun titre n'aurait pu exprimer. Derrière chaque salut royal se cache l'épuisement et derrière chaque sourire formel, la douleur de l'anticipation. Même les plus jeunes membres de la famille royale, loin de leurs obligations constitutionnelles, ont ressenti la pression. Le prince Harry, bien que vivant à l'étranger, a publié une brève déclaration par l'intermédiaire de sa fondation, exprimant sa profonde tristesse et son souhait de préserver l'intimité familiale. Mais les tabloïds se sont emparés de chaque mot diffusant des histoires sur sa relation avec son frère. Une fois de plus, le deuil privé est devenu une scène publique. Vers midi, le silence se fit dans les couloirs du palais. Le personnel avançait avec prudence et parlait à voix basse. Le roi calme et serein se retira dans son bureau pour lire des lettres personnelles arrivées de tout le Commonwealth. Parmi elles figurait un message du Premier ministre canadien qui écrivait « En ces temps de deuil, la tradition nous rappelle non seulement ce que nous avons perdu, mais aussi ce qui perdure. » Cette pensée semblait résonner dans les couloirs du palais, rappelant que même en période de deuil, la continuité de la monarchie doit rester visible. Dehors, la bruine s'est transformée en pluie. La foule se pressait près des grilles, guettant le moindre signe de mouvement, un drapeau, une calèche, une silhouette à une fenêtre. Certains s'agenouillaient pour prier tandis que d'autres se tenaient simplement debout en silence. La BBC a diffusé une retransmission en direct qui a attiré des millions de téléspectateurs à travers le monde. Les commentateurs ont noté que le silence devant le palais de Buckingham ressemblait à une veillée nationale sans consigne. Derrière ces murs, William resta seul un moment. Son secrétaire particulier arriva avec des nouvelles, mais il les repoussa d'un geste de la main. « Pas encore », dit-il doucement. Son regard s'attarda sur une photo encadrée de sa défunte grand-mère, la reine Élisabeth II, une monarque qui avait surmonté toutes les crises imaginables sans perdre la confiance de son peuple. Cet héritage lui semblait à la fois réconfortant et pesant. À cet instant, l'héritier comprit le paradoxe qui façonnait son destin. La couronne ne se gagnait pas simplement par héritage, elle se gagnait au quotidien à force de patience, d'endurance et de maîtrise de soi. Le monde nous voit comme des symboles, confia-t-il un jour à un confident, mais parfois je pense que nous sommes plutôt comme des miroirs reflétant ce que les gens veulent voir. Ce soir-là, tandis que les lumières du palais s'éteignaient, une conclusion sereine se dessina. La tragédie qui avait secoué la Grande-Bretagne n'était plus seulement une tristesse nationale, elle était devenue un test pour la raison d'être de l'institution. La monarchie, symbole séculaire de permanence, pouvait-elle survivre dans un monde obsédé par l'immédiateté, la vulnérabilité humaine ? Humaine pouvait-elle coexister avec la perfection cérémonielle ? Dans l'intimité de son bureau, le roi Charles signa un document autorisant le discours officiel du lendemain. Il marqua une pause avant de le remettre à son assistant. « Nous devons leur rappeler, dit-il doucement, que notre force ne réside pas dans notre inébranlabilité, mais dans notre détermination même sous le coup de l'ébranlement. » Dehors, la pluie tombait sans discontinuer sur les portes du palais, effaçant l'incertitude de la journée mais non sa lourdeur. La Grande-Bretagne dormit d'un sommeil agité cette nuit-là, pleurant non seulement une perte, mais aussi la conscience que même la couronne immuable depuis 1000 ans pouvait ressentir les fragilités humaines. À 18h, précise, le palais rompit son silence. Une enveloppe scellée à la cire rouge fut remise à la rédaction de la BBC et simultanément mise en ligne sur le site officiel de la famille royale. La déclaration ne contenait que 88 mots, brève, formelle et pourtant terriblement définitive. En quelques instants, elle était partout sur les écrans de télévision, dans les alertes d'urgence et sur les téléphones vibrants entre des millions de mains.
La famille royale, commençait le message, confirme avec une profonde tristesse le décès d'un membre bien-aimé et éminent de la famille royale dont les décennies de service ont incarné le sens du devoir, la compassion et la continuité. Sa Majesté le roi et toute la famille souhaitent que leur intimité soit respectée alors qu'ils pleurent cette perte profonde. Aucun nom n'a été mentionné, mais cette omission en dit long. Les présentateurs ont refoulé leurs émotions tandis que la confirmation tombait au compte-gouttes. Le duc d'Édimbourg, cousin et confident de toujours du roi, souvent décrit comme son « ombre », était décédé subitement des suites de complications chirurgicales. L'annonce, bien que digne, a traversé la Grande-Bretagne comme un vent glacial. Pour la première fois depuis la mort de la reine Élisabeth, 3 ans plus tôt, le Royaume-Uni est entré en deuil officiel. Des bannières noires ont été déployées sur le Parlement. Les drapeaux ont été abaissés dans les capitales du Commonwealth. Les cloches des églises ont commencé à sonner, lentement, délibérément et étrangement en harmonie. Mais il ne s'agissait pas seulement de la mort d'un homme. Il s'agissait de ce que son absence symbolisait. Le duc représentait le dernier pont vivant de la monarchie avec la génération du règne d'Élisabeth. Un lien indéfectible et indéfectible avec une époque où devoir signifiait silence et service, sacrifice. Son décès marqua l'érosion de cette morale, rendant encore plus vulnérable une couronne déjà accablée par les critiques modernes. En quelques minutes, les médias du monde entier ont pris d'assaut les ondes. Reuters titrait « Une ère du silence prend fin ». Le New York Times parlait d'une perte qui dépasse la famille. Un tournant historique. Il est historique. L'historien Simon Schama a déclaré sur Sky News « Ce n'est pas seulement la fin d'une vie, c'est la fin d'une langue ». La génération qui comprenait la monarchie comme un devoir et non comme un accomplissement a disparu. Au palais, les préparatifs avancèrent rapidement. Le Lord Chambellan convoqua le comité cérémoniel baptisé Opération Régent pour coordonner les protocoles officiels de la cérémonie solennelle à la chapelle Saint-Georges à la cérémonie nationale à l'abbaye de Westminster. Mais malgré toute cette précision, l'émotion était palpable. Il y avait des larmes partout, confia plus tard un fonctionnaire du palais au Guardian. Même ceux qui ne pleurent jamais pleuraient, il a dit. À la tombée de la nuit, la première réaction publique vint du roi lui-même. À 20 heures précises, un pupitre drapé de noir fut dressé devant le palais de Buckingham. La voix du roi, habituellement posée, tremblait lorsqu'il s'adressa à la nation en direct. « Ma famille et moi pleurons un homme dont la vie fut marquée par un service indéfectible, non seulement envers la couronne et le pays, mais aussi envers les idéaux de compassion et de courage. Sa disparition nous rappelle que le devoir n'est pas héréditaire, mais choisi, vécu et chéri. » Le discours dura moins de 3 minutes, mais fut immédiatement salué comme l'un des plus touchants de son règne. Le présentateur de la BBC, Hugh Edwards, le décrivit comme « le moment où le roi devint non pas un monarque, mais un père en deuil ». Dans tout le pays, les spectateurs l'observèrent en silence. Dans les salons, au téléphone, dans les pubs, où toute conversation avait été coupée. À la fin de son discours, des applaudissements spontanés fusèrent sur diverses places, un phénomène rare lors des retransmissions royales. Pendant ce temps, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Le hashtag « pour la couronne » s'est répandu dans le monde entier en 1 heure. D'anciens présidents, des dirigeants mondiaux et des familles royales de toute l'Europe ont présenté leurs condoléances. La Maison-Blanche a publié un communiqué saluant l'action humanitaire du duc et soulignant que sa diplomatie discrète a contribué à combler les fossés dans un monde en proie à des turbulences. Mais les réactions les plus émouvantes sont venues de citoyens ordinaires. Des milliers de personnes ont partagé des anecdotes personnelles sur leurs rencontres avec le duc lors d'événements caritatifs dans des écoles et des hôpitaux. Une infirmière de Manchester a écrit « Il vous regardait droit dans les yeux comme si vous comptiez. C'est ça le service. » Au Canada et en Australie, les monuments se sont illuminés d'un bleu royal. À Paris, la Tour Eiffel a tamisé ses lumières dans un hommage silencieux. De Delhi au Cap, les gens se sont arrêtés pour un moment de recueillement. Un adieu mondial à un homme que peu de gens connaissaient vraiment, mais auquel chacun se sentait lié d'une certaine manière. Pourtant, malgré ce deuil, des critiques ont émergé. Des voix républicaines ont remis en question la pertinence des privilèges héréditaires au XXIe siècle, tandis que des analystes se demandaient si la résonance émotionnelle de la monarchie pouvait préserver la confiance du public. Le Guardian a publié un éditorial intitulé « Fin d'une époque ou début du changement », affirmant que la survie de la couronne dépendait désormais de la transparence et non de la tradition. Même au sein de la Grande-Bretagne, les opinions étaient partagées. Certains voyaient dans cette annonce un moment d'unité, d'autres y voyaient un face-à-face entre la monarchie et la mortalité. Pourtant, le respect était partagé dans les deux camps, non pas pour le pouvoir mais pour la permanence.
Derrière les murs du palais, le prince William et la princesse Catherine ont rencontré le personnel pour coordonner les apparitions publiques de la famille. Le roi a insisté pour assister aux funérailles en personne, malgré les conseils de ses conseillers, qui l'exhortaient à garder son calme. « J'ai besoin d'être perçu comme un homme en deuil », a-t-il déclaré, et pas seulement comme un monarque. Cette déclaration discrètement publiée par le Télégraphe a trouvé un écho dans tout le pays. Le lendemain matin, les journaux étaient couverts de noir. Le Times titrait « La Grande-Bretagne baisse la tête ». Même les tabloïds habituellement avides de drame optèrent pour la retenue. Pas de sensationnalisme, juste la même photo oppressante, le roi debout seul aux portes du palais, la tête baissée sous un ciel gris. Pour la Grande-Bretagne, ce fut plus qu'un moment de perte, c'était un réveil. La monarchie dépouillée de tout cérémonial avait révélé son humanité. Et dans cette humanité résidait à la fois la vulnérabilité et la force. Alors que la BBC concluait son reportage ce soir-là, le présentateur a résumé ce que des millions de personnes ressentaient, mais ne pouvaient exprimer avec des mots. À une époque de bruit, le palais a parlé doucement et le monde a écouté. Cette déclaration a interpellé le monde non pas pour ce qu'elle disait, mais pour ce qu'elle symbolisait, que même le pouvoir enveloppé d'or est toujours lié à la tristesse. Dans les jours qui suivirent, la pression de la continuité commença à peser sur la génération suivante. Le prince William et la princesse Catherine, vêtus de noir, devinrent les visages d'une nation en deuil, non par choix, mais par devoir. Ils se tenaient devant la chapelle Saint-Georges, les mains jointes, le visage blême sous le regard incessant des caméras. Autour d'eux, le son des cloches funéraires résonnait comme de lents battements de cœur dans l'air printanier et froid de Windsor. Ce n'était pas la première fois que la Grande-Bretagne se tournait vers Guillaume en deuil. Enfant, il avait assisté aux funérailles de sa mère et devenu homme à celles de sa grand-mère. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il n'était plus seulement un fils ou un petit-fils. Il était l'incarnation vivante de l'avenir. Chaque geste, chaque expression était mesurée non seulement par l'empathie, mais aussi par l'anticipation. La couronne avait bougé non pas formellement, mais symboliquement. Dès le début de la cérémonie, des dignitaires étrangers ont rempli les bancs, le président américain, la première dame de France, le roi d'Espagne et l'empereur du Japon. Cela rappelait que la monarchie, même après sa perte, restait une scène internationale. Pourtant, au milieu des hymnes solennels et des têtes penchées, on sentait quelque chose d'émouvant, la prise de conscience qu'une transition générationnelle n'était plus théorique. Elle se produisait en temps réel. Lorsque William prononça son éloge funèbre, sa voix était déterminée mais lourde d'épuisement. « La vie de mon oncle, dit-il, fut définie non par le privilège mais par la détermination, la conviction que le devoir prime sur le confort. Cette leçon nous guidera désormais. » L'auditoire se leva en silence. Le Guardian décrivit plus tard ce discours comme un discours qui a traversé des siècles en une seule phrase. Même le New York Times nota que ces paroles dégageaient une autorité tranquille qui a redonné à la monarchie son humanité. La princesse Catherine, toujours calme, se tenait à ses côtés, adressant de petits gestes rassurants. Une caresse sur son bras, un bref regard qui semblait l'ancrer dans l'océan du cérémonial. Derrière eux, leurs enfants observaient, depuis la tribune du chœur, leur visage solennel rappelant aux spectateurs que la ligne de succession n'est pas abstraite. Elle est douloureusement réelle, un fil reliant les chagrins du passé au devoir de l'avenir. Dehors, la foule en deuil s'étendait sur des kilomètres. Des milliers de personnes, anciens combattants écoliers, bordaient la longue allée de Windsor, brandissant de petits drapeaux et des photos. Une pancarte dans la foule résumait l'ambiance « Nous pleurons avec vous, nous croyons en vous ». À la tombée de la nuit, les commentateurs de toute la Grande-Bretagne ont commencé à brosser le tableau, le renouveau de la monarchie, grâce à une résilience génératrice. La BBC a décrit William comme la figure stabilisatrice dont la Grande-Bretagne a besoin. Sky News l'a qualifié de moderniste réticent. Même le Financial Times a consacré un article à l'ère William, soulignant que son approche pragmatique et civique pourrait bien être la meilleure chance de survie de la monarchie à une époque de scepticisme. Mais si le public admirait sa force, ceux qui étaient au palais ont pu constater le prix qu'il a payé. Il dort à peine, a confié une source proche au Télégraphe. Il ressent sa responsabilité plus que quiconque ne l'imagine. Chacun de ses pas porte désormais le poids de l'histoire. Le retour du prince Harry en Grande-Bretagne a ajouté une dimension émotionnelle supplémentaire à l'histoire. Il est arrivé discrètement de Californie, évitant les médias à son arrivée, mais a rejoint la famille aux funérailles. Les caméras ont filmé un bref échange entre les frères, un hochement de tête, quelques mots discrets. Le monde a spéculé sans fin, mais les initiés ont décrit l'échange comme sincère, quoique vulnérable. Même CNN a noté, dans un moment de deuil, partager le sang a un jour rappelé le lien. L'opinion publique s'est également adoucie.
Les réseaux sociaux, habituellement le théâtre de débats royaux, se sont alors remplis de messages d'empathie et d'unité. Le hashtag #FrèresEnsemble a fait le tour du monde. Un tweet disait « Dans le deuil, ils retrouvent ce qu'ils avaient oublié, la famille ». Au milieu du deuil, il restait du travail à faire. Chef d'État par intérim pendant le retrait temporaire du roi Guillaume II, a assisté à des réunions privées avec des ministres de premier plan et rencontré des ambassadeurs étrangers. Selon un article de Reuters, son sang-froid a impressionné même les diplomates expérimentés. Un envoyé de l'UE l'a décrit comme remarquablement déterminé avec le calme de sa grand-mère et la droiture morale de sa mère. Mais derrière ce calme, Guillaume confiait en privé à ses proches sa préoccupation de rapprocher les deux Grandes-Bretagnes. La nostalgie qui révérait encore la tradition et l'impatience qui exigeaient le changement. Selon ses propres mots rapportés par un confident et cités plus tard anonymement par le Sunday Times, il déclarait « La monarchie doit prouver qu'elle sait écouter autant qu'elle sait diriger ». Entre-temps, Catherine devint l'architecte discrète de la stabilité. En public, elle réconfortait les enfants lors des commémorations et parlait doucement aux vétérans. En privé, elle organisait des moments en famille sans caméra promenade nocturne à Anne-Mère Holte, avec leurs enfants lettres de remerciement manuscrites au personnel du palais. La presse la surnommait « le cœur battant de la couronne ». Son empathie forgée par des années de patience silencieuse trouva un profond écho auprès d'un public las. Mais la pression était immense. Chacun de leurs faits et gestes était diffusé, chaque mot décortiqué. Les tabloïds trouvaient encore le moyen de provoquer la controverse en se concentrant sur des tenues vestimentaires ou des tensions imaginaires. Mais au milieu de tout ce bruit, quelque chose d'indéniable avait changé. Pour la première fois depuis des années, la monarchie ressemblait moins à une institution qu'à une famille, imparfaite, vulnérable, mais luttant pour rester pertinente. Cette sincérité a eu un impact international. Les sondages au Canada et en Australie ont montré un regain de soutien au maintien de la monarchie, du moins pour le moment. Aux États-Unis, les talk-shows généralement moqueurs ont exprimé un respect rare. Ils nous ont rappelé, a déclaré un animateur de NBC, que le leadership ne consiste pas à être intouchable. Il s'agit d'être humain dans les moments les plus douloureux. À la fin de la semaine, lorsque la famille royale est revenue à Windsor, l'humeur du public était passée du deuil à la réflexion. La veillée aux chandelles s'est poursuivie devant le palais de Buckingham, mais elle était désormais plus calme, plus douce. C'était comme si la Grande-Bretagne comprenait collectivement qu'un chapitre s'était clos, un autre s'ouvrait. Ce soir-là, Guillaume se tenait sur le balcon du palais contemplant les lumières vacillantes en contrebas. Catherine vint se placer à ses côtés et posa sa main sur son épaule. « Cela me paraît plus lourd chaque jour », murmura-t-il. « Alors portons-le ensemble », répondit-elle. Leurs silhouettes encadrées par la lueur des fenêtres du palais en disaient plus que n'importe quel discours. La monarchie avait perdu un de ses plus anciens membres, mais avait peut-être gagné quelque chose de bien plus important, un sens renouvelé de la mission, incarné par une génération déterminée à ne pas gouverner de loin, mais à diriger par l'empathie. Et pour la première fois depuis longtemps, la Grande-Bretagne y a cru. Dès la deuxième semaine, le deuil avait laissé place à la réflexion. Londres, autrefois drapée de bannières noires, reprenait son souffle. Les fleurs devant le palais de Buckingham s'étaient multipliées en une mer de couleurs, leurs parfums flottant dans l'air frais du printemps. Des bénévoles retiraient soigneusement les bouquets fanés et laissaient des mots manuscrits, des milliers de minuscules fragments pliés de chagrin collectif. La ville semblait ralentir comme si elle n'était pas prête à tourner la page. Une ambiance solennelle mais déterminée régnait au château de Windsor. La famille royale s'était brièvement retirée du public, permettant des commémorations privées. Le roi, encore en proie à la perte et à la pression de l'attente publique, passait des heures dans son bureau à rédiger lettres et rapports. Le personnel a déclaré qu'il était devenu plus introspectif, demandant des mises à jour quotidiennes non seulement sur les affaires d'État, mais aussi sur l'opinion publique. Un membre du personnel a confié au Guardian « Il lit tout chaque registre de condoléances, chaque critique. Il sait à quel point ce moment est fragile. » Mais alors que le deuil britannique commençait à s'atténuer, le débat mondial s'est tourné vers l'avenir de la tragédie. Les chaînes d'information européennes et du Commonwealth ont diffusé des documentaires sur le rôle moderne de la monarchie. BBC Panorama a diffusé une émission spéciale intitulée « La couronne en transition », qui remettait en question la pertinence de l'institution à une époque caractérisée par la transparence, l'activisme et le changement générationnel. The Economist l'a résumé sans détour. La monarchie britannique est entrée dans le XXIe siècle non par choix, mais par nécessité. Le prince William et la princesse Catherine étaient au cœur de ce besoin.
Leur calme et leur sérénité durant la crise ont trouvé un écho bien au-delà du Royaume-Uni. Selon les sondages YouGov, la popularité du couple a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. Les commentateurs les ont qualifiés de meilleures chances pour la monarchie moderne, tandis que même les républicains ont admis que leur sincérité est indéniable. Pour beaucoup, ils représentaient ce qui manquait depuis longtemps à la Grande-Bretagne, un leadership à la fois humain et digne. Le premier signe de renouveau est venu d'un geste simple. Au 10e jour de deuil, William est apparu dans un centre de jeunesse de Birmingham, autrefois parrainé par le défunt duc. Vêtu de noir et sans tambour ni trompette, il a parlé aux bénévoles de services de résilience et d'unité. La force de la couronne, a-t-il dit doucement, ne réside pas dans sa grandeur, mais dans son lien avec ceux qui font vivre ce pays, surtout dans les moments les plus difficiles. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Ses paroles ont eu un profond écho international. Au Canada et en Australie, où les mouvements républicains gagnaient en popularité, les éditoriaux ont soudainement changé de ton. Le Sydney Morning Herald écrivait « Si la monarchie survit à l'ère moderne, ce sera grâce à des dirigeants qui gagnent le respect et non qui l'exigent. » Même le New York Times a souligné que le nouveau discours de la monarchie, axé sur l'empathie plutôt que sur la légitimité, pourrait garantir sa pertinence pour la prochaine génération. Pendant ce temps, la reine Camilla travaillait discrètement en coulisses. Son conseil au personnel du palais était pragmatique. N'essayez pas de contrôler l'histoire, dirigez-la. Sous sa direction, l'équipe de communication royale a commencé à moderniser son approche. Les réseaux sociaux officiels sont passés des photos cérémonielles à des moments plus spontanés, William riant avec des bénévoles, Catherine réconfortant des enfants, le roi visitant un jardin potager. C'était subtil mais délibéré, un glissement doux vers l'authenticité. Mais sous le calme, l'épuisement persistait. La santé du roi demeurait une préoccupation discrète. Bien qu'il ait repris les réunions d'État, les initiés ont noté son ralentissement. « Il est déterminé », a déclaré un assistant, mais le chagrin l'a vieilli. La famille savait ce qui allait arriver, un transfert progressif des responsabilités du père au fils. Bien qu'il n'y ait pas eu d'abdication officielle, de hauts courtisans ont confirmé que le transfert des responsabilités s'accélérerait au cours de l'année à venir. Pour la première fois, Guillaume commença à recevoir quotidiennement des boîtes rouges, les documents d'État confidentiels, autrefois réservés aux monarques. Le symbolisme était impossible à ignorer. La nation endeuillée voyait désormais sa couronne se remodeler en temps réel, non par décret, mais par nécessité. « Nous assistons à une évolution, pas à une révolution », a déclaré l'historienne Sarah Gristwood à Sky News. Il ne s'agit pas de remplacer la tradition, mais de la perfectionner pour survivre. L'opinion publique a suivi cette logique. Les veillées se sont transformées en rassemblements communautaires, le son des cloches des églises a cédé la place à de discrètes conversations sur le renouveau. Sur les réseaux sociaux, le ton est passé du deuil à l'espoir. Des hashtags comme Ask the New Crown et Ta for the Future ont fait fureur. Des vidéos comparant des images d'archives de la défunte reine avec les récents discours de William ont été vues des millions de fois, soulignant la continuité, non pas comme une imitation mais comme un héritage. À l'étranger, la réaction fut tout aussi poignante. Les dirigeants du Commonwealth ont renouvelé leurs vœux de partenariat et mis l'accent sur un héritage commun à travers une humanité partagée. Même dans les pays où la cause républicaine avait gagné du terrain, le ton s'est adouci. En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Chris Hipkins a reconnu « Il ne s'agit pas seulement de la monarchie britannique, mais d'une partie de l'histoire collective du monde qui évolue sous nos yeux ». Sur le plan national, cependant, la voix de la couronne restait fragile. Les critiques se demandaient encore si la transparence émotionnelle pouvait coexister avec la mystique royale. L'authenticité est puissante, avertissait un chroniqueur de The Independent, mais la monarchie ne peut survivre comme une simple marque de célébrité. D'autres rétorquaient que la vulnérabilité était désormais la plus grande force de la couronne. Ils nous ont montré ce qu'aucun membre de la famille royale n'avait jamais osé montrer auparavant, le chagrin, l'empathie et le courage d'être imparfait, écrivait le Times. Un soir, à la tombée de la nuit sur Windsor, le roi invita sa famille à un dîner privé. Un silence régnait autour de la longue table de chêne, seulement rompu par le tintement de l'argenterie. Au bout d'un moment, Charles regarda son fils. « Tu réussiras », dit-il doucement. « On le sait déjà. » William hocha la tête, l'air calme mais déterminé. Catherine tendit la main sous la table, un geste discret et invisible chargé de sens séculaire. Ce soir-là, tandis que le ciel londonien scintillait d'une majesté silencieuse, une nouvelle raison d'être semblait s'installer. La monarchie, autrefois définie par la grandeur, avait retrouvé l'humilité. Elle avait surmonté le choc de la perte, absorbé le poids du changement et en était ressortie plus vulnérable, mais aussi plus humaine. La nation, elle aussi, commença à se tourner vers l'avenir. Les commentateurs l'appelèrent « la renaissance tranquille de la Grande-Bretagne ». Les citoyens, ne se demandant plus si la monarchie devait perdurer, se demandèrent désormais comment elle pourrait continuer à compter. Et c'était peut-être là le meilleur indicateur de survie. À l'aube, l'Union Jack flottait à nouveau devant le palais de Buckingham.
Les caméras ont immortalisé l'instant et l'ont retransmis en direct dans le monde entier. Le symbole était indéniable, le deuil était terminé, mais l'histoire était loin d'être terminée. Car au cœur de cette ancienne couronne, dans les visages d'une famille marquée mais déterminée, la Grande-Bretagne avait trouvé non pas la fin d'une époque, mais son début.